Alors bonjour à tous, ceci est une vidéo bien trop en retard, et je suis un gros nul tout simplement, c'est pour ça que je suis en retard. Oui, après 2 mois de retard de cinéma, je reviens. Vous m'en voulez pas ? Salut tout le monde, c'est LizTheFaille et aujourd'hui on va du coup faire la review de 2 mois à la suite parce que j'ai loupé le mois précédent et que vraiment je suis pas très débrouillard parce que là vraiment je traîne, je suis vraiment à la traîne, mais par contre je ne suis pas à la traîne en ce qui concerne les films vus. Par contre du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va les voir mais un peu plus vite, sauf vraiment des films dont j'ai vraiment envie de parler à fond, et du coup ça fera normalement des vidéos un peu plus courtes, on verra ça. Dans ces vidéos on va spoiler, retenez bien ça parce que justement ce qui est important pour moi c'est de pouvoir appuyer un propos, notamment avec souvent des scènes qui me marquent, et souvent les scènes qui marquent c'est des scènes qui spoilent. Et la deuxième chose c'est que vous pouvez tout de suite mettre en commentaire des films que je pourrais regarder et que je n'ai pas vus. Vous ne savez pas les films que j'ai pas vus, mais en tout cas vous pouvez plus ou moins proposer et puis après je verrai. On commence tout de suite avec La Cité de la Peur. Oui, je n'avais pas vu La Cité de la Peur, je sais. Bon après, c'est quand même pas un film de ma génération, dans le sens que c'est plus un film de la génération, on va dire 80, ouais on va dire années 80, parce que c'est à l'adolescence des années 80 du coup qu'ils ont connu un peu les nuls et toutes les choses qu'ils faisaient. J'aime bien les nuls, j'aime vraiment bien leurs sketchs. Là par contre j'avoue que c'était peut-être un peu trop pour moi. C'est-à-dire que pour moi, il y a vraiment des blagues qui me font rire, mais peut-être que l'humour absurde à fond, c'est peut-être pas mon délire, je pense. Malgré tout, j'ai quand même bien ri, j'ai vraiment bien aimé le film. En fait, moi, ce qui me gêne le plus dans le truc, c'est plus au final les acteurs. Parce qu'en fait, c'est tellement absurde que ça en devient pas crédible, et c'est fait pour, mais bon voilà. Après il y a une blague qui me fait vraiment très rire, pourtant elle est conne, hein, mais bon c'est le but au final, c'est le fameux faites attention parce que c'est une véritable boucherie à l'intérieur, et qui rentre et que c'est une boucherie. Génial. Donc ce film là je lui ai mis un 7, donc c'est quand même un très bon moment passé. Après j'étais pas hilar comme certaines personnes, je sais qu'il y a vraiment des gens qui sont absolument morts de rire devant. Moi je suis juste j'ai juste passé un très bon moment. On passe ensuite à Miss Peregrine et les enfants particuliers. Et c'était bien, c'était même très cool. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un film fantastique bien fait et pas trop nanardesque, enfin pas nanardesque mais cliché ou quoi que ce soit. Là le film vraiment est très sympa, il tient de bout en bout avec des effets visuels vraiment cool, des effets spéciaux super. S'il y a bien un truc que j'adore de manière générale, c'est des super pouvoirs. Depuis que je suis tout petit, j'adore ça. Et là, en fait, ça, c'est le type de film que j'adore, où on voit chaque enfant faire un truc en particulier avec une capacité particulière, et c'est un truc qui m'émerveille. Moi, j'adore ça. J'ai trouvé parfois des moments un peu flippants. C'est vraiment un côté très Tim Burton, ça, de mettre parfois des moments un peu chelous dedans. Il y a même une scène en stop motion qui est vraiment très très sympa. Et du coup, je lui accorde la note de 8 parce que je trouve que c'est un très bon film à voir. Je ne dirais pas non pour le revoir, mais je ne le mets pas forcément dans des films coup de cœur que je vais adorer toute ma vie. On enchaîne tout de suite avec Three Billboards, un film qui a vraiment beaucoup fait parler de lui, un film qui a failli, on va dire, rentrer dans la catégorie des gros films à Oscar. Finalement, c'est surtout un gros film à Golden Globe, si je dis pas de bêtises. C'est un film qui, du coup, a vraiment la forme pour être un film à Oscar, à savoir un film qui parle de sujets politiques, de sujets polémiques, de trucs comme ça. Et ça, c'est vraiment un truc qui me faisait peur au départ, c'était de me dire, est-ce que c'est pas juste un gros film à Oscar ? Eh ben oui et non. C'est un film qu'on se laisse regarder assez facilement, c'est un film avec des dialogues vraiment bien écrits, des dialogues qui font rire, des dialogues qui du coup choquent parfois aussi, et surtout des idées de mise en scène qui vraiment parfois sont ingénieuses. Je pense notamment à, attention, un spoiler, 3, 2, 1... la scène où le policier, il y a un gros plan séquence où il pète un câble, il va chercher le mec, il va le défoncer, il le balance par la fenêtre, etc. Cette scène, elle est vraiment incroyable, enfin ce plan séquence est incroyable, vraiment j'ai passé un moment assez fou devant ce plan séquence, mais j'ai un petit problème avec ce film sur un aspect, c'est que je trouve que son histoire ne ressemble pas à un film, mais ressemble plutôt à, on va dire, une sorte de série. Si cette histoire avait été une série, ça m'aurait vraiment pas choqué, dans le sens que c'est vraiment construit de cette manière-là, on apprend à connaître les personnages au fur et à mesure, mais il aurait fallu que le film dure encore plus longtemps pour en apprendre encore plus, et surtout le film, attention spoiler, 3, 2, 1,
n'a pas une fin qui convainc vraiment. Donc du coup, je suis un peu déçu à ce niveau-là, mais malgré tout, le film est très intéressant, très fort en émotion parfois aussi, et vraiment, je le conseillerais à pas mal de gens, donc je lui ai mis un 7, parce que je considère juste qu'il est bon, mais pas assez vraiment bon pour atteindre le 8. On enchaîne avec le vrai gros film à Oscar, La forme de l'eau. Qu'est-ce que j'avais peur quand j'ai su que c'était un film vraiment très gros film à Oscar. En fait, j'avais très envie de le voir avant, et j'ai eu bien raison de finalement aller le voir. Parce que le film est merveilleux, le film est touchant, et on passe un moment assez troublant devant ce film. Mais en tout cas, voilà, j'avais peur de cette histoire d'Oscar, parce que, juste pour vous donner une idée, l'année dernière, voilà, c'est Moonlight qui a gagné l'Oscar, et au final, on se souvient de qui? De La La Land, pas de Moonlight. L'année d'avant, on a eu Spotlight, qui se souvient de Spotlight? Enfin bref, les films à Oscar, en général, c'est pas toujours les films qu'on retient le plus, mais c'est les films qui, sur le moment, les mecs, qui sont en mode oh là là, c'est génial, c'est en pile poil dans nos opinions, c'est bien pile poil dans notre truc, etc. Mais au final, voilà, on les retient pas. La forme de l'eau, je pense qu'il va se démarquer du lot, parce que c'est un film fantastique, parce que c'est un film qui a des musiques superbes, un visuel superbe, même si le visuel, je l'atténuerai un peu, parce que je trouve qu'il y a un petit côté trop contrasté dans cette image. Je sais pas si vous avez eu ce ressenti, mais moi en tout cas je l'ai, et c'est très étrange, je trouve. Après, ce qui me fait vraiment rire chez Del Toro, c'est qu'il arrive à faire un truc à la fois merveilleux et à la fois dégueulasse. Enfin, les doigts du méchant, c'est immonde, c'est vraiment immonde ce qui se passe dans ce film à ce niveau-là. Puis voilà, il y a des moments gore, il y a des moments fantastiques, il y a des moments merveilleux, des moments choquants. Et ce film, pour moi, est un film qui peut vraiment rester dans les mémoires, notamment parce que, justement, il a ce côté très merveilleux. Le Labyrinthe de Pan l'avait un petit peu aussi, et je considère vraiment que c'est un film qui, lui, peut rester un petit peu dans l'histoire, en tout cas dans la tête des gens qui l'ont vu. Ce film-là, je lui accorde un petit 8, parce que vraiment, lui vraiment, je le mets dans un des meilleurs films de cette année en tout cas. Peut-être qu'on verra s'il y a un top. On enchaîne avec Dans la brume, un film qui a fait beaucoup parler de lui. Il divise beaucoup ce film, il divise beaucoup parce que il y a des gens qui s'attendaient à vraiment un film catastrophe où on essaie de savoir comment on va gérer la catastrophe, etc. Mais le film s'oriente non pas sur la catastrophe, mais il s'oriente essentiellement sur la relation de la famille qu'on suit dans toute l'histoire, à savoir le père, la mère et la fille qui est enfermée dans sa petite bulle. Et sincèrement, au départ, je pensais être accroché justement par cette catastrophe, et au final, justement, je rejoins la famille, et du coup, j'ai passé un bon moment devant ce film. Je nuancerai juste un petit truc, c'est que notamment, je trouve que ils ne savent pas jouer avec des effets spéciaux, les personnages. Enfin, ça dépend, mais le début du film m'a fait mourir de rire parce que Romain Duris court comme ça parce que la brume le poursuit, et au final, on dirait qu'il fait juste « Oh mon Dieu, la brume arrive vers moi !» Et du coup, j'ai pas trouvé ça crédible, c'est assez dommage, mais en vrai, c'est pardonné. Parce que le film a des effets visuels assez cool, un rendu visuel dans la brume, oh là là, trop marrant, qui est vraiment très très beau, avec une vraie sensation d'oppression. Après, il y a des petits soucis de cohérence, notamment avec les chiens qui continuent de vivre, alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on a vu tout le monde mourir, donc c'est assez bizarre. Mais malgré tout, le film reste très regardable, reste très touchant parfois, même si certains acteurs évidemment sont plus convaincants que d'autres. On voit aussi à quel point les catastrophes peuvent tuer les hommes entre eux, c'est vraiment horrible parfois ce qui peut se passer. Et du coup, moi, ce film, je lui accorde un 7, pas plus bas, parce que justement, il est pour moi réussi. Pour moi, c'est un film français qui a réussi son coup, même si pour certains, il ne vend pas ce qu'il vendait.
Alors que, au contraire, il vend un peu le côté Walking Dead, c'est-à-dire le côté où on s'intéresse plus aux personnages qu'à la catastrophe. Même si Walking Dead, ils essaient de savoir un peu ce qui s'est passé, hein, mais en vrai, on s'en fout. On va finir ce mois de septembre en beauté avec L'Ange Ivre. Oh, qu'est-ce que ça fait plaisir de voir un petit Kurosawa comme ça. C'est du coup le film de Kurosawa du mois, à savoir un film de 1948, si je dis pas de bêtises. Et c'est apparemment le premier film personnel de Kurosawa, en tout cas ce que j'ai vu dans les petits documentaires. Et c'est un film qui, moi, m'a carrément plu et j'ai vraiment pris mon pied devant. Il y a des gens, parfois, ils me demandent « Mais comment tu fais pour apprécier des vieux films ?» Et puis après, moi, je leur montre Le Château de l'Araignée, et maintenant, je pourrais leur montrer L'Ange Ivre, et je leur montre 12 hommes en colère, parce que c'est des films qui, pour moi, se regardent très bien maintenant, qui, ont vieilli de par leur aspect visuel et leur aspect sonore, mais qui n'ont pas vieilli dans l'aspect de raconter une histoire, et du coup dans l'attachement qu'on peut avoir dans des personnages. Il y a une petite atmosphère Yakuza qui est vraiment superbe. J'adore l'atmosphère Yakuza, mais la dernière fois je suis tombé sur Yakuza Apocalypse et c'était une super atmosphère de Yakuza pendant 10 minutes. Et ça m'a hyper déçu avec la suite. C'est l'histoire d'un Yakuza qui va rencontrer un médecin qui lui dit t'as la tuberculose, il faut te faire soigner, vite, bats-toi contre cette maladie. Le Yakuza il est en mode ouais tu racontes n'importe quoi et tout, et du coup le médecin et le Yakuza s'engueulent en permanence. Et ils vont se revoir au fur et à mesure de l'histoire avec le personnage de Yakuza qui commence à devenir de plus en plus malade, et on le voit, saloperie de moustique, et du coup on le voit perdre de plus en plus de force, avancer vraiment vers sa mort, et le film nous emmène vraiment vers des émotions assez troublantes. C'est une histoire avec un personnage horrible mais avec qui on s'attache quand même parce que il a une maladie horrible et du coup on voudrait quand même qu'il s'en sorte. Le problème c'est qu'il a de l'honneur à vendre avec son ancien maître qui revient, et du coup c'est une histoire qui est très touchante. Il y a une gestion de la lumière et des contrastes qui vraiment est très belle, et vraiment c'est vraiment un truc qui me plaît vraiment dans ce film, c'est que déjà rien qu'au niveau de l'image c'est vraiment très classe, et puis il y a une grosse mare dans le film en fait qui est là tout le film, qui est immonde, et vraiment même en noir et blanc on arrive à se rendre compte qu'elle est immonde, parce que parfois c'est la couleur qui fait rendre compte que c'est immonde. Là vraiment c'est sale, mais c'est dégueulasse, ça donne envie de vomir. C'est le premier film de Kurosawa à avoir l'acteur Toshiro Mifune, qui est justement dans Le Château de l'Araignée dont j'avais parlé la dernière fois, et déjà rien que dans ce premier film, il éclate l'écran. Il y a une scène, attention spoiler, 3, 2, 1, la scène du couteau, la scène du combat au couteau, moi ce que je dis à chaque fois de Kurosawa, c'est que sa mise en scène est vraie. Tout est crédible, et dans cette scène, on les voit galérer à foutre des coups de couteau, le mec il est malade donc il en peut plus, l'autre il est vieux et tout, donc vraiment il fait n'importe quoi, et la manière dont le personnage meurt est touchante sur le moment, et on est vraiment en mode putain il est mort, et n'empêche qu'il était vraiment con quand même, parce que ça peut paraître très con comme ça de dire qu'il est con, et du coup ça paraît très drôle, mais en vrai il est con et du coup on est désolé pour lui. Et il est con, mais au moins il a gardé son honneur. Et voilà, c'est un film qui m'a vraiment laissé... j'ai adoré le film. Donc vraiment, je vous le conseille, je lui ai mis un 8. Je lui ai pas mis un 9 comme Le Château de l'Araignée, parce que Le Château de l'Araignée, pour moi, était vraiment très très bon. On verra pour les prochains films de Kurosawa. En tout cas, c'était vraiment un super film. On passe à l'étape octobre, à savoir les films que j'ai vus en octobre. C'était pas difficile à savoir en même temps quand je dis ça. On commence encore avec un film de 2018 en fait, tout simplement parce que potentiellement j'aimerais faire un top. Mais en fait finalement je vais abandonner l'idée de regarder quasiment tous les films de l'année. Je vais essayer plutôt de regarder les films qui m'intéressent le plus. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai vu comme film de 2018 ? J'ai vu Lady Bird. Lady Bird, c'est un film que je pensais être un gros film d'auteur. Et en fait, il s'avère qu'il y a un côté film d'auteur, c'est vrai, mais il y a surtout un côté un petit peu teen movie. Mais teen movie attachant. Et c'est ça que j'ai trouvé très fort dans ce film, c'est que les adolescents s'y retrouvent, et du coup, le film est
très sympa et surtout intéressant et intelligent. L'histoire de Lady Bird, c'est une fille qui se fait emmener dans une école catholique parce que sa mère ne veut pas qu'elle aille en école publique, parce qu'en public, eh ben, c'est la merde. Bizarrement, on se retrouve. Et du coup, on va voir une fille qui se rebelle, une fille qui est dans sa crise d'ado et qui du coup fait tout pour emmerder sa mère. Enfin, elle fait pas tout pour emmerder sa mère, mais elle fait tout pour être libre. Et au final, elle va se rendre compte que la liberté, à savoir d'être avec des jeunes qui boivent, qui fument, qui baissent comme des chiens, etc., c'est peut-être pas le meilleur endroit où il faut aller. Je spoil rien dans tous les cas là pour le moment, mais c'est juste que c'est un peu le message du film de manière générale. Et au final, voilà, c'est une histoire très touchante, très sympa, qui peut toucher certains, qui peut nous emmener correctement vers de très belles émotions. Ce film, j'ai passé un moment assez sympathique. J'ai trouvé néanmoins que c'était un peu faible en histoire, un peu faible en choses qui s'y passent, en cinématographie générale. Donc du coup, ce film, pour moi, ne mérite qu'un 7, parce que pour moi, il était juste bien visionnable, pas beaucoup de choses à reprocher, mais pas beaucoup de choses transcendantes. Donc au final, 7. Vous voyez, j'essaie de passer un peu plus vite sur les films dont je veux un peu moins parler, mais là, vous allez voir que du coup, je vais parler peut-être un peu plus, notamment avec les 2 films suivants. Memories of Murder pour commencer. Vous savez mon amour pour les films sud-coréens. Là, c'est encore un amour fou qui se déclare. Bong Joon-ho, j'ai vu son film Snowpiercer, j'ai vu son film Okja, et là du coup je vois son film qu'on considère comme son chef-d'œuvre, à savoir Memories of Murder. Moi, j'ai une préférence, je vous le dis tout de suite, pour Okja, mais Memories of Murder est quand même vraiment pas mal, voire même très très bien quand même. Alors vous savez, il y a quelques mois, du coup en août, j'ai vu le film Une pluie sans fin. Une pluie sans fin qui a été un film que tout le monde avait comparé avec Memories of Murder. Maintenant que j'ai vu Memories of Murder, je peux dire, vous l'avez comparé uniquement pour son pitch. Parce que c'est clairement pas les mêmes films. La seule ressemblance qu'il y a dans ces films, ce sont les pitchs, à savoir une enquête où le meurtrier assassine est un serial killer qui assassine plein de filles, et où le meurtrier, du coup, spoiler 3, 2, 1, n'est pas retrouvé à la fin. Et c'est vraiment la seule raison qui fait que Une pluie sans fin et Memories of Murder est comparé, parce que sincèrement, ça n'est pas du tout la même ambiance, ça n'est pas du tout la même façon de faire, ça n'est pas du tout au final la même histoire, puisque dans Memories of Murder c'est carrément des policiers qui font enquête, alors que dans Une pluie sans fin c'est un ouvrier qui juste se donne des airs de héros. Et même au niveau de l'avancée de l'histoire, ça n'a absolument rien à voir. L'atmosphère, je dirais aussi que ça n'a rien à voir, même s'il y a des similitudes. Et du coup maintenant je vais parler un peu plus du film en lui-même. Memories of Murder, c'est génial. Memories of Murder, c'est un thriller qui vraiment coupe le souffle. C'est un thriller qui, de temps en temps, on se dit « Ah, c'est immonde ce qu'ils font aux autres ». C'est un thriller où on se dit que les personnages vraiment sont vraiment au bout du rouleau, ne savent plus quoi faire pour trouver l'assassin. Et vraiment, j'ai passé un moment très haletant devant ce film. Et notamment la dernière scène qui est très connue, c'est celle qu'on voit sur l'image, à savoir la scène où il y a le tunnel, où on est sur la ligne de train. J'en dis pas plus, mais en tout cas, elle est très très folle cette scène en mise en scène. Et on se dit vraiment que le personnage pète un câble à ce moment-là. Donc vraiment, c'est une scène incroyable. J'ai trouvé aussi la colorimétrie du film assez intéressante. C'est une colorimétrie très décontrastée et du coup avec des couleurs très pastel, voilà, très désaturé, même dans le champ, dans l'imagerie, dans la scène où il y a un champ tout jaune, et ben le champ est vraiment très jaune, mais un peu pastel, voilà, un côté très désaturé, très jaune, mais jaune assez fade. Et du coup, ça donne un aspect au niveau de l'atmosphère assez intéressant au film. Du coup, j'ai trouvé le film vraiment incroyable. Je lui mets du coup un gros 8 parce que j'ai juste pas vraiment la sensation que c'est un des meilleurs films que j'ai vu à ce niveau-là. Je trouve que Bong Joon-ho se retient beaucoup et c'est pour ça que
J'ai trouvé par exemple qu'un film comme Okja était bien meilleur à ce niveau-là. Je préfère aussi la manière de faire de Park Chan-wook, qui je trouve a des mises en scène bien plus fortes, avec des cadrages mieux pensés, avec des valeurs de plan bien mieux gérées. Donc du coup Memories of Murder, non pas que je le trouve vraiment pas bon, parce que je lui mets quand même un 8, je le trouve vraiment excellent, mais du coup voilà, je le hisse pas aussi haut que certains, je le mets pas dans des énormes chefs-d'œuvre, même si j'ai trouvé quand même que c'était vraiment très très cool et très classe. On passe au film suivant qui du coup a la meilleure note de ce mois d'octobre, à savoir The Walk. Oh, The Walk, j'ai vraiment bien fait de t'écouter Mr. Fox. Je m'explique, Mr. Fox, ça fait plusieurs vidéos qu'il n'arrête pas de dire « Voyez The Walk, mais ne le voyez pas tant que vous ne pouvez pas le voir en 3D ». Et je le rejoins tout à fait là-dessus. N'allez pas voir The Walk si vous ne pouvez pas le voir en 3D, parce que sinon vous allez complètement louper quelque chose, vous allez trouver que le film est sympa sans plus, et si vous le voyez en 3D, vous allez voir toute l'essence du film. The Walk, c'est l'histoire de Philippe Petit, un funambule qui a traversé les 2 tours du World Trade Center sur un fil en métal du coup, parce que il fallait quand même un fil assez solide pour que ça tienne. C'est une histoire vraie, c'est un biopic, et je sais qu'il y a des gens qui sont complètement réticents aux histoires vraies, parce qu'ils se disent que les films, ça doit être des histoires fiction, etc. Pour moi, là, si c'est bien romancé, si c'est mis d'une manière assez cool, si c'est bien imagé, si c'est bien mis en scène, si c'est bien tout, pour moi, il n'y a aucun souci. Et là, The Walk, ça rentre clairement là-dedans. C'est une histoire qui est géniale, qui est belle, avec un personnage avec lequel on s'attache, avec une histoire qui est touchante, une histoire qui nous tient aux tripes, une scène de fin qui est haletante, une scène de fin où on se dit mais qu'est-ce qui va se passer, une scène de fin qui, avant la scène de fin, on se dit mais ils vont se faire choper, c'est pas possible parce que c'est interdit de faire ce genre de choses, ils n'ont pas du tout eu d'accord, c'est complètement illégal, et le film est vraiment incroyable, et la 3D apporte un truc complètement dingue. Faut savoir un truc, c'est que moi j'ai toujours été quelqu'un de très, pas réticent à la 3D, mais j'ai toujours eu très peur de la 3D, dans le sens que le peu de films que j'ai vus en 3D déjà me donnaient mal au crâne, et surtout j'avais vraiment une très mauvaise appréciation des lunettes passives, et aussi j'avais vu aussi des films en bleu rouge, mais bon, le bleu rouge à qui ça fait pas mal aux yeux, le bleu rouge, j'avais bien le ressenti 3D, hein. J'avais vu Voyage au centre de la Terre comme ça, j'avais vu Shrek, il y avait un épisode de Shrek en 3D comme ça. Voilà, j'avais toujours eu une très peur de la 3D de la 3DS me plaît vraiment pas. Mais là, depuis que j'ai une installation qui me permet de regarder en 3D avec des lunettes actives, vraiment la 3D est appréciable et je comprends mieux le ressenti que peut avoir Mr. Fox sur la 3D, et du coup maintenant je suis beaucoup plus à l'aise et j'ai de plus en plus envie de regarder des films en 3D, et The Walk est vraiment un film qui est fou en 3D. Et pas seulement pour la scène finale, c'est ça qui est fou, c'est que ça marche pendant tout le film. Il y a des moments où voilà, il y a des changements de scène, donc, enfin ouais, des transitions quoi du coup, où il fait des dessins par exemple, et où la 3D sort vraiment en relief. Et vraiment ça c'est un truc que je dis, hein, c'est pour moi la 3D c'est pas que ça sort de l'écran, c'est que c'est profond dans l'image. Et ça vraiment c'est un truc que je trouve fou dans ce film, c'est que il y a de la profondeur, mais la profondeur qui se ressent, et le film est vraiment pensé en 3D de bout en bout. Pour moi, ce film, oh là là, j'ai vraiment parlé beaucoup, ce film, c'est un 9 pour moi, donc un gros coup de cœur, peut-être pas dans mes films préférés, quoique il pourrait l'être. Pour le moment, c'est un 9, et j'encourage vraiment tous les gens qui n'ont pas vu ce film à le voir, mais attendez vraiment de le voir en 3D. Si vous n'avez pas la possibilité de le voir en 3D, ne le voyez pas, et attendez vraiment de le voir en 3D. Il reste 2 films pour ce mois d'octobre, avec pour commencer Zombielenium. Zombielenium, c'est vraiment très très cool. Un film d'animation français qui lui me plaît. J'avais beaucoup aimé Dofus, j'ai très moyennement aimé Moutafoukaz, et du coup là il y a Zombielenium, et Zombielenium, c'est vachement cool. Zombielenium, c'est un film d'animation du coup adapté d'une BD, et cette BD a un rendu graphique un peu particulier. Je sais qu'il y a des gens qui accrocheront pas, moi j'ai bien accroché. Et vraiment, on passe un moment très sympa, c'est drôle, c'est dynamique,
Ça a des dialogues vraiment intéressants, un casting vocal VF très cool, avec Emmanuel Curtil, oh là là, qu'est-ce que je t'aime Emmanuel Curtil, et du coup aussi une histoire très sympa. C'est ça que j'ai envie de dire sur ce film, c'est qu'on passe un moment cool, on passe un moment marrant, on passe un moment où on a envie de rigoler, d'apprécier les personnages, et sincèrement, moi qui du coup ai lu la BD, en tout cas le tome 1 et 2, c'est une très bonne adaptation de la BD, dans le sens qu'ils n'ont pas repris la même histoire que la BD, ça c'est vraiment cool. Pour moi, une bonne adaptation, c'est pas une histoire qui reprend totalement l'histoire, c'est vraiment une adaptation, c'est-à-dire reprendre l'univers pour en faire quelque chose. Et là, franchement, je trouve qu'ils sont allés vraiment vers une bonne direction, et du coup, ce film, je le conseille à beaucoup, j'ai pas grand-chose à en dire dessus, c'est pas forcément ouf, mais par contre, je lui mets un gros 8, parce que, c'est cool, j'aimerais bien le revoir, pourquoi pas, et puis, après, juste un petit reproche. C'est un peu court. Il y a certains films comme ça que je trouve un peu court, un peu expéditif, et là c'est un peu le cas du coup de celui-là. Mais quand même, allez-y, c'est vraiment cool. Dernier film d'octobre, et là je fais un coucou à la personne qui attend que je parle de ce film, et ce film-là, c'est Cube. Cube, c'est un film que quelqu'un attend que je parle et que je vois depuis très longtemps. Ça restait un film, c'était bien, mais je sais pas, j'ai pas trouvé ça extraordinaire non plus. J'ai trouvé le film intéressant sur un point notamment, par contre, c'est que le film arrive parfaitement à nous faire ressentir l'oppression, à nous faire ressentir le fait que les personnages sont enfermés, le faire ressentir les personnages complètement bloqués, le fait que vraiment la scène du coup se passe, j'imagine en tout cas la manière dont est filmé le film, dans uniquement 2 cubes, à savoir que du coup si on voit l'autre côté d'un cube, du coup il y en a un deuxième, mais voilà, il transvase entre les deux à chaque fois, mais du coup c'est filmé d'une manière à ce qu'on ait très peu de décors. Et c'est un très beau jeu à ce niveau-là, c'est-à-dire que le film, souvent les gens l'acclament sur le film très bien fait avec très peu de budget. Bon, c'est bien, hein, c'est sûr, c'est très bien fait pour très peu de budget. Mais pour moi, il y a deux aspects, on va plutôt dire, qui me gênent dans le film, c'est les personnages et les clichés. Mais au final, les personnages et les clichés, ça rentre dans la même chose, c'est pour ça que j'ai hésité entre un et deux. C'est-à-dire que pour moi, les personnages sont vraiment des archétypes, et surtout, c'est des personnages qui sont complètement antipathiques. On n'a pas vraiment envie de les suivre. Enfin, pour moi j'ai vraiment ressenti aucune empathie pour les personnages. Le fait que, attention spoiler, 3, 2, 1... Le personnage qui arrive à s'en sortir, c'est le personnage con, c'était prévisible à des kilomètres. Le fait que le méchant, au final, s'en sorte, je trouve que c'est un peu difficile pour lui de s'en sortir, notamment parce que c'est censé mettre vraiment beaucoup de temps avant que, au niveau cohérence d'histoire là, avant que le cube se déplace et que du coup il revienne dans la passerelle. Et le personnage féminin de la mathématicienne, elle est vraiment antipathique. Vraiment, je ne me suis pas du tout accroché à ce personnage. Le seul personnage auquel je m'accroche, c'est le personnage qui a créé la coque extérieure. Voilà, c'est le seul aspect c'est vraiment le seul personnage que j'ai bien aimé dans le film. Sinon, les autres personnages, pour moi, n'étaient pas vraiment très appréciables. Au niveau de l'avancée de l'histoire, ça reste quand même une histoire bien gérée. On va dire qu'on passe une heure... je crois que... Oui, c'était 1h30, je crois, le film. On passe 1h30 avec un rythme bien géré, quoique certaines scènes un peu longues, mais malgré tout, voilà, ça reste un rythme bien géré. Je trouve aussi que l'histoire veut rajouter parfois des scènes horrifiques, pour moi un peu inutiles. Ça fait partie des films qui, je trouve, montrent du gore pour montrer du gore. J'ai eu un peu l'impression d'une série B à certains moments, c'est-à-dire que on a des plans à la fois bien pensés mais pas très immersifs, et qui du coup nous donnent pas de l'affection pour les personnages, à savoir des plans très larges qui sont du coup pas forcément très significatifs. Et il y a un truc que par contre que je remarque, et ça sera pour un prochain film, pour vous faire patienter l'attente du mois de novembre, je veux justement dire un truc, c'est que j'ai l'impression qu'il y a vraiment une manière de faire les films à l'époque, à savoir, il y a des choses qu'on ne ferait plus à notre époque, à savoir, par exemple, des zooms sur des objets quand attention, il y a un truc horrible qui arrive, notamment 3, 2, 1... le jet d'acide sur la personne, et ça vraiment, c'est vraiment une scène que j'ai trouvée dégueulasse, et en fait c'est vraiment les moments, c'est vraiment de ce genre de choses dont je parle, c'est à savoir les moments où c'est gore
pour être gore, pour montrer qu'ils sont vraiment dans un environnement horrible. Certes, c'est un environnement horrible, je suis d'accord. Pour ce qui est de l'histoire, je remarque que du coup la web-série d'Y Penser est très inspirée de Cube. En tout cas, voilà Cube. Je lui ai mis un 6 parce que juste j'ai trouvé ça bien mais pas transcendant et surtout j'ai pas forcément envie de le revoir. Et c'est un film voilà, qui m'a laissé un peu de marbre. J'ai trouvé que les clichés en gâchent un peu le film. J'ai trouvé que l'histoire était sympathique mais ouais, enfin, si originale en un sens, mais pas forcément haletante. J'ai pas ressenti l'envie de les suivre. J'ai pas ressenti l'envie de suivre les personnages, du coup, malheureusement, 6. Voilà pour les films de septembre et octobre. J'avais dit du coup que je dirais les 2 premiers films, en tout cas pour le moment, que j'ai vus pour le mois de novembre, à savoir Mad Max, le premier, et L'Île aux chiens, qui sont des films voilà, que d'avance je peux dire que j'ai bien aimé. Mais en tout cas voilà, ça sera pour le mois de novembre. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour les prochaines. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Instagram. J'y poste régulièrement des petites choses. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne et mettez une petite, appuyez sur la petite cloche pour bien être averti des prochaines vidéos. Mettez un pouce bleu si ça vous a plu et surtout mettez en commentaire du coup les films que je pourrais regarder si vous voulez que j'en voie évidemment. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo du coup et puis moi j'ai juste à vous dire salut.